L'entrepreneuriat, c'est un bon apprentissage. Il y en a beaucoup qui vont créer une boîte une fois, en tout cas essayer. Ça va pas forcément marcher. Après, ils vont travailler pour une autre boîte. Mais au moins, ils auront gagné quelque chose au niveau de leur mindset. Salut, c'est Bakan Edicom pour Upendo. Ouais, moi c'est Bakan, cofondateur de Dear Musli, Lucky Day, ça reste entre nous, et Moonbite. Du coup, on est frères, on est associés dans tous nos projets. On a un podcast ensemble qui s'appelle Lucky Day. On est les fondateurs de notre ancienne boîte qui s'appelle Dear Musli. Et aujourd'hui, on a créé le jeu de cartes Ça reste entre nous et notre nouvelle startup food qui s'appelle Moonbite. En fait, on avait pas mal de modèles, ne serait-ce que américains. Et ensuite, on a aussi un frère qui est entrepreneur et qui a entrepris très très tôt avant de créer sa première boîte. Il était déjà dans l'organisation de soirées et autres. Donc, vraiment le spectacle, vraiment dans la création avec une optique de faire de l'argent. Plus que de travailler pour quelqu'un, c'était devenir un employeur. Très tôt, j'irais même jusqu'au collège. À travers la musique, on est des fans de hip-hop. Il y avait cet aspect entrepreneuriat qui était très très important. Aujourd'hui, avec des gens c'est des moguls, alors qu'à l'époque c'était des managers ou des CEO de labels, P. Diddy, Jay-Z et autres, qui ont toujours mis en avant ce côté entrepreneur, créé pour toi, et de posséder en fait ce que tu crées. Nous, on avait la chance de comprendre les paroles des musiques et des chansons de rap déjà quand on était au lycée, surtout le rap américain, et du coup on pouvait percevoir déjà ces phrases où ça parle d'entrepreneuriat, de créer sa boîte, de créer un empire, etc. Donc ça infuse assez tôt. Ah, ça c'est marrant. C'est marrant parce que je pense que ça s'est fait naturellement. On a fait d'abord des choses de notre côté avant de travailler ensemble. Moi, avec un autre cousin, on avait créé un média qui s'appelait Le Plug, donc aussi très tôt. Et c'était un média sur la culture, l'entertainment, etc. Edicom, de son côté, avait créé une boîte un studio de créatif. Ouais. Donc ça, c'était chacun de notre côté. On a d'abord pris cette expérience-là, appris du coup. On avait quel âge? On avait 20, entre 20, 21, 22. C'est ça. Ouais. Genre de petites expériences qu'on a eues chacun de notre côté. Et ensuite, quand on a créé notre première boîte, c'est venu très naturellement, on travaillait au même endroit. On a vu la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin de manger plus sainement au petit déjeuner. C'était une frustration aussi bien chez le consommateur lambda que dans les hôtels. Et nous étant étudiants, travaillant à côté, ça a été quelque chose qu'on a fait ensemble naturellement en fait. Ouais, on s'est pas dit qu'on allait créer ça. En fait, on avait un troisième associé, mais on s'est tout de suite dit qu'on allait faire ça ensemble, donc à trois. Et on s'est même pas posé la question de se demander si ça allait être une bonne chose ou pas. On est frères, on est tout le temps ensemble de toute façon. On se comprend de toute façon, donc faisons ça ensemble. Parce qu'on me pose souvent la question de savoir est-ce que c'est possible de travailler dans la même famille, etc. On a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Et je pense que ça joue énormément. C'est que je respecte ses choix, il respecte les miens. Je respecte ses décisions, il respecte les miennes. Et on se fait confiance aussi sur certains sujets. Ce qui fait que on a une communication qui est très fluide et on sait que tout se règle par la communication. C'est quoi un business model? Après, business model et business plan, c'est pas la même chose. Mais un business model, c'est prouver ou démontrer comment tu vas faire de l'argent. Comment ton business fonctionne pour faire de l'argent. Généralement, les business models, c'est vrai que j'en regarde pas, existent déjà. Souvent, il y a ce qu'on appelle un roadmap, il y a déjà un chemin qui a été créé par quelqu'un d'autre qui a fait à peu près le même produit
qui existe déjà. Et toi, tu vas aller chercher toutes les créations ou les façons assez malignes de pouvoir ajouter plus de revenus en créant un service en plus, etc. Mais l'idée de créativité autour d'un business model, il est juste de se dire j'ai un produit, j'ai réussi à trouver quel était mon client, et en fait c'est comment est-ce que je vais vendre à ce client de façon répétée pour qu'il revienne X fois dans une année si le produit est adapté à ça. Le business model, c'est, encore une fois, tu n'as pas besoin de réinventer la roue, tu n'as pas besoin d'en inventer un nouveau. Tu as l'abonnement, tu vends en une fois, tu as la version premium, freemium. Tu peux faire une liste de business models. Il y en a qui ont plusieurs business models dans quelque chose, mais en gros, il faut vendre. Mais c'est intéressant en fait que tu fasses une petite liste si on veut un petit peu. T'as acheté une fois. T'as achat unique, t'as achat répété abonnement. Tu as pour les applications par exemple un abonnement que tu payes chaque mois. Pour les applications encore une fois tu as freemium, c'est-à-dire que tu as l'application gratuite et pour avoir des fonctionnalités en plus, tu payes pour débloquer les fonctionnalités. Tu as la location, c'est un business model. Tu as la location. Là, on parle de B2C, donc vente à un consommateur, mais tu peux aussi vendre à d'autres business. Ouais, B2B. Et là encore, c'est souvent de l'abonnement, du coup. Ouais, ou alors, B2B, c'est par exemple, tu vends des produits alimentaires, mais tu les vends que aux entreprises. Par exemple, tu te dis, moi, je ne vends mes produits qu'aux hôtels. Je vends des draps de lit ou des draps, des coussins, enfin des housses de couette. Je ne vends qu'aux hôtels, aux grands hôtels ou aux hôtels du monde entier. Et donc tu vends business to business, tu vois. Alors pour vendre son projet, c'est marrant, on a fait un épisode sur ça il n'y a pas très longtemps. Il y a plusieurs étapes. Déjà, savoir le présenter, le présenter déjà à soi-même. C'est-à-dire, quel est mon projet, le mettre sur papier ou en tout cas en digital sur un deck. Une présentation de ton projet en quelques slides. C'est-à-dire, si tu dois montrer ton projet à quelqu'un et que tu n'as pas de produit physique à montrer tout de suite, tu dois avoir un petit dossier à montrer de 12, 15, 16 slides pour que la personne, l'investisseur, puisse comprendre très rapidement ce que tu fais, ce que tu vends, business model, la taille du marché, etc. Il y a plusieurs types de financement. Il y a le financement business angel, financement de la famille proche ou assez large, les amis qui veulent bien mettre de l'argent. Tu as le crowdfunding, donc tu vas sur les plateformes comme Ulule, etc. Mais même sur Ulule ou Kickstarter, il faut que tu présentes ton projet. Il y a les fonds publics. Il y a les fonds publics. Il y a les banques. Il y a les banques, etc. Mais je vais revenir sur le participatif parce que c'est souvent négligé. Il y en a qui vont souvent directement à voir des investisseurs. Mais il y a ce truc... en fait, Ulule, le crowdfunding, ce qui est bien, c'est que... En fait, tu vises directement les gens comme toi et moi et tu nous vends ta vision. Et en gros, tu n'as pas besoin de parler trop des chiffres, etc. C'est juste, voilà, je vous présente mon super produit, il va changer votre vie, précommandez-le. Et du coup, avant même de créer le produit, en tout cas à grande échelle, tu as des gens qui veulent l'acheter, du coup ils le précommandent et ça finance ta première production. Et c'est souvent négligé de moins en moins, mais c'est hyper important de ne pas forcément penser tout le temps aux fonds d'investissement, aux business angels et même aux fonds publics tout de suite, parce que d'une, ça peut prendre du temps. Les fonds publics prennent du temps à te donner de l'argent et surtout, tu valides aussi l'idée auprès d'une communauté réelle qui va acheter ton produit, quoi. Tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne le sera pas parce que tout le monde n'a pas la volonté, n'a pas la vocation aussi. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire autre chose. Il y a aussi la sécurité de l'emploi. L'entrepreneuriat, c'est un bon apprentissage.
Il y en a beaucoup qui vont créer une boîte une fois, en tout cas essayer. Ça va pas forcément marcher. Après, ils vont travailler pour une autre boîte. Mais au moins, ils auront gagné quelque chose au niveau de leur mindset. Ils auront fait toutes les étapes de la création d'une boîte. Ils sauront ce que c'est, s'ils y arrivent, d'embaucher quelqu'un, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Comme ça, quand ils arrivent dans une boîte ensuite, eh ben, ils peuvent être embauchés à un niveau un peu plus haut que ce qu'ils auraient été avant. Parce que justement, ils ont fermé leur boîte, mais ils avaient 5 personnes en dessous d'eux, donc ils savent manager. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur. Tout le monde peut l'être. Tout le monde a les capacités, en tout cas au début, mais tout le monde n'a pas vocation à l'être. Et c'est bien comme ça, parce qu'il faut bien pouvoir embaucher des gens pour faire grossir une boîte aussi, tu vois. Ouais, je suis 100% d'accord avec lui. Il y a aussi l'expérience joue beaucoup en fait dans ton histoire entrepreneuriale, parce que il y a des gens qui n'ont pas encore acquis ce qu'il faut pour manager, ce qu'il faut pour gérer même financièrement, comprendre en fait que ton travail en tant qu'entrepreneur, il est à tous les niveaux. Tu dois comprendre la logistique, tu dois comprendre le financier, tu dois comprendre la vente. Tout ça, tu dois vraiment comprendre, tu dois mettre le nez partout. C'est pas un job ou un poste, surtout quand tu construis au tout début, où tu as plein d'employés et ensuite tu pilotes à peu près. Ouais, tu commences à zéro. Tu commences à zéro et donc c'est beaucoup d'apprentissage. Tout le monde peut l'être, mais ça demande quand même des capacités, une envie, une prise de risque et puis une sorte de passion. C'est très mental, mais une sorte de passion, quelque chose qui t'alimente, ou qui t'anime plutôt à un niveau où même quand tout va mal, tu arrives à te réveiller le lendemain et te dire « aujourd'hui ça va aller ». Ce que j'aime bien dire en ce moment, aucune boîte, aucun business, aucun projet professionnel n'a de priorité sur ta santé. C'est ta santé physique, mentale, morale qui prime sur tout. Si tu dois couper quelque chose, c'est pas toi. Ma phrase ce serait « Don't work harder, work smarter ».